Bienvenue à ce webinaire consacré à l'insuffisance cardiaque et à la responsabilité populationnelle. L'idée, c'est d'échanger, voilà, donc pour mieux comprendre les enjeux de cette pathologie, réfléchir, voilà, aux leviers de prise en charge sur notre territoire, en lien avec la médecine de ville, mais aussi tous les services qui sont proposés et qui vont nous être présentés par le professeur Sorand, notamment les consultations, les téléconsultations, téléexpertises, et toutes les propositions de suivi qui font voilà que le parcours de patient va être amélioré. Nous avons donc le plaisir d'accueillir le professeur Sorand, qui est spécialiste de l'insuffisance cardiaque au CHU de Besançon, doyen de l'UFR Santé, qui nous apportera son expertise et qui répondra à vos questions si besoin. Nous allons dans un deuxième temps aborder le projet de responsabilité populationnelle, donc qui est porté en particulier par le CHU, mais pour lequel certains CPTS et d'autres partenaires sont impliqués. Je profite simplement pour excuser Madame B, Séverine, qui est cadre au CHU de Besançon, référente de ce projet responsabilité populationnelle, qui devait elle-même animer cette deuxième partie, mais qui n'est finalement pas présente. Mais le professeur Seran pourra très bien nous en parler. Voilà, donc je rappelle que les micros doivent être éteints et puis les questions peuvent être posées via le chat. Je vous laisse la parole, professeur Serand, et Eh puis bien, vous très pouvez bien. partager l'écran. Eh bien, merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Et puis, donc, on a pris le parti donc, avec la CPTS de capacité qui est engagée sur le parcours de soins du patient insuffisant cardiaque, eh bien, de vous parler des outils disponibles dans la détection de l'insuffisance cardiaque au domicile du patient et après comment je fais une fois que j'ai diagnostiqué le patient insuffisant cardiaque et comment je fais pour le prendre en charge. Alors pourquoi parler de cela? Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on discute avec les médecins généralistes et parfois aussi des infirmières qui peuvent être à même de détecter des signes, eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, on va parler des peptides natriurétiques, ceux-ci sont sous-utilisés. Et on se rend compte aussi, nous, du côté hospitalier, que les patients arrivent souvent dans des états extrêmement avancés de congestion parce que finalement, ces signes n'ont pas été bien détectés au domicile et le patient n'a absolument pas réagi aussi aux signes EPOF. Donc en fait, tout ce que je vais vous dire est tiré en fait de cette revue du Prat publiée en 2024 où vraiment il y a des tableaux et des logigrammes qui nous permettent finalement de bien réfléchir et de voir comment on peut faire pour détecter l'insuffisance cardiaque au domicile. Alors, quand on est dans un contexte chronique, c'est-à-dire qu'on a affaire à un patient qui a des facteurs de risque qui pourraient mener à une insuffisance cardiaque, comme le diabète, l'hypertension artérielle, la surcharge pondérale ou même le contexte familial, et qu'il ait ou pas des signes d'insuffisance cardiaque, ce qu'on appelle EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue, cet acronyme qu'on apprend aussi à nos patients, eh bien, je pense que le premier réflexe, bien sûr, c'est d'examiner le patient, mais c'est aussi bien de doser les peptides natriurétiques et on va se dire de doser le NT-proBNP puisque maintenant c'est le marqueur qui est finalement dosé par tous les laboratoires de la région, mais même aussi sur le plan national, puisque maintenant le BNP n'est que réservé à des patients qui sont traités par du sacubitril/valsartan, surtout en début de traitement. Le BNP, on va l'exclure de notre prise en charge et on va doser du NT pro-BNP. Donc on Professeur dose du Serand, NT. je me Oui, permets de vous couper. Je ne sais pas oui, si vous avez prévu déjà de diffuser le support ou pas. On l'a pas sur le... oui, mais je pourrais le diffuser sans problème. Oui, par la suite, ok. Et puis là, Oui, vous avez fait le partage ou pas encore? oui, j'ai fait le Ah, partage. parce qu'on n'a rien sur l'écran. Vous êtes en train de partager votre écran. Eh Voilà ce non, qu'il me dit. nous, on l'a Ah, pas. Donc, eh ben, je recommence alors.
Parce que c'est marqué que j'ai partagé. Donc, du coup, ben, je recommence. Hop. Est-ce que c'est mieux? Là, ça va, ça arrive. Là, c'est mieux, ouais. Vous pouvez C'est faire mieux? plein Eh écran et c'est ben, nickel. Merci. voilà. Donc, j'en Désolé pour étais le... là. Ouais, Je reviens. Voilà. c'est Donc, du bon. coup, on va doser du NT-proBNP. Donc, du coup, si votre dosage de NT-proBNP est inférieur à 125 ou un BNP inférieur à 35, on peut complètement exclure le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Par contre, chez cette population, eh bien, si le NT-proBNP est à plus de 125, le BNP supérieur à 35, eh bien, il va falloir une échographie cardiaque, une consultation auprès du cardiologue. Et c'est là où vraiment la difficulté arrive, c'est de trouver un rendez-vous chez le cardiologue. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais entre-temps, vous pouvez faire des choses. Alors pourquoi c'est important que le patient voit que le cardiologue? Et pas parce que le cardiologue va pouvoir évaluer le type de cardiopathie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir réaliser une échographie cardiaque. Et l'échographie cardiaque va nous permettre de confirmer ou d'infirmer le diagnostic, mais surtout va pouvoir caractériser la cardiopathie. Est-ce que c'est une cardiopathie à fraction d'éjection réduite, à moins de 40%? Est-ce que c'est une cardiopathie à fraction d'éjection préservée à plus de 50%? Ou est-ce que c'est une modérément altérée? Pourquoi c'est utile de déterminer quelle est la fraction d'éjection? Parce que la prise en charge thérapeutique va être différente. De plus, l'échographie va nous permettre d'identifier une valvulopathie. Elle pourra peut-être nous mettre en évidence des troubles de cinétique segmentaire en faveur d'une cardiopathie ischémique. Et puis, un diagnostic maintenant, voilà, qui est fait de plus en plus, le diagnostic d'amylose cardiaque, puisque vous savez maintenant que ces patients qui ont des amyloses ont des traitements spécifiques efficaces. Vous, en tant que médecin généraliste, ben, vous pouvez réaliser un électrocardiogramme. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des électrocardiographes, d'autres n'en ont pas. Mais si vous avez possibilité de le faire, c'est intéressant parce que ça va nous permettre, ben, là aussi, de détecter s'il y a de l'ischémie ou pas, de détecter s'il y a des troubles du rythme auriculaire ou ventriculaire et qui pourraient donc nous orienter vers un facteur favorisant ou une cardiopathie sous-jacente. Dans tous les cas, en attendant la consultation du cardiologue, eh bien, si le patient est congestif, vous pouvez débuter un traitement de décongestion, mais ça vous le savez, hein, donc du furosémide ou alors du bumétanide, hein, qui sont les deux diurétiques de Lens, 40 mg ou 1 mg. Et si le patient est déjà sous diurétique, eh bien, on double la dose habituelle. On peut débuter un contrôle des facteurs de risque. Le patient est hypertendu, il a des IEC, il a une insuffisance, et c'est un coronarien, il a des bêta-bloqueurs, il a une EFA, on peut introduire des bêta-bloqueurs, on traite le diabète, on est à l'objectif, et puis on va détecter l'insuffisance rénale chronique et la traiter. Vous êtes en droit, et c'est maintenant dans les recommandations, de prescrire d'emblée un traitement par glyphosine. Parce que les glyphosines, que ce soit l'AMPA ou la dapagliflozine, ont une indication maintenant dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection. Donc le traitement par glyphosine peut être débuté même si le patient est congestif. Là aussi, nous avons des études dans l'insuffisance cardiaque aiguë et on sait que ce traitement est très bien toléré et ce traitement est efficace dans cette population en décompensation aiguë. Et enfin, on demandera un bilan biologique en plus du NT-proBNP, donc une numération, un ionogramme, une fonction rénale, un bilan hépatique. On recherchera la carence martiale, la TSH et puis un bilan lipidique, là aussi pour grader eh bien, finalement le stade, euh, le, le- pour grader les facteurs de risque du patient. Donc ça, c'est au cas où votre patient est en un stade chronique. Si on a un patient qui a un stade aigu, c'est des poids, soit il y a des œdèmes, soit il y a une fatigue, ou alors il a les quatre signes, eh bien, là aussi, on va doser le NT-proBNP. Et là, donc, si celui-ci est inférieur à 300, on élimine l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que là, il y a une petite différence. C'est-à-dire que là, vous savez que le NT-proBNP, le dosage du NT-proBNP, il dépend beaucoup de l'âge et de la fonction rénale. Et vous voyez que, eh bien, on va interpréter notre résultat de NT-proBNP en fonction de l'âge du patient. Si on a un patient qui a moins de 50 ans,
et qui a un BNP entre 300 et 450, on est en zone grise. Il faudra de toute façon, dans tous les cas, qu'il voit le cardiologue. S'il est entre 50 et 75 ans et que son BNP est entre 300 et 900, même conclusion. S'il a plus de 75, vous voyez, on peut considérer qu'un patient qui a 1500 de NT-proBNP, eh bien, est en zone grise et donc il faudra dans tous les cas qu'il voit le cardiologue, mais il y a peut-être moins d'urgence. Si le NT-proBNP est supérieur à 1800 chez la patiente de plus de 75 ans, attention, l'insuffisance cardiaque est très probable. Et là, le rendez-vous doit être pris. Entre 50 et 75, c'est plus de 900 et moins de 50 ans, c'est supérieur à 450. Ces valeurs de NT-proBNP ont été homogénéisées sur notre GHT et sur Besançon. Les laboratoires ont exactement les mêmes données. Donc, quand ils vous rendent les résultats, eh bien, vous avez ce petit algorithme qui est affiché sur le résultat édité par le laboratoire. Et donc, tous les labos ont exactement les mêmes normes. Voilà, donc comme ça, tout est clair. On a travaillé avec la CPTS et les biologistes pour uniformaliser la donnée des résultats du NT-proBNP. On a aussi on a discuté aussi avec les laboratoires pour que quand vous demandez un NT-proBNP, quand on est dans la situation comme ça d'un patient en aigu, eh bien vous soyez alerté très vite. C'est-à-dire un fax, un mail qui vous donne un résultat de NT-proBNP élevé pour que vous soyez alerté que votre patient est très probablement en insuffisance cardiaque. Donc là, de la même façon, on va faire un électrocardiogramme si on peut et on va programmer un rendez-vous chez le cardiologue pour réaliser l'échographie cardiaque. Et de la même façon, on contrôle la congestion, donc on prescrit des diurétiques de Lens, on introduit les glyphosines et on réalise et on introduit les traitements pour les facteurs de risque cardiovasculaire qui sont finalement aussi des traitements de l'insuffisance cardiaque. On verra, en tout cas pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et on fait un bilan biologique de dépistage de premier lieu. Et bien sûr, on va suivre notre patient à domicile. Il y a des conditions où le patient doit être hospitalisé. Ce sont les principaux tableaux cliniques qui vont nécessiter une hospitalisation. Ben ça, vous le savez, si votre patient est en insuffisance cardiaque aiguë, mal tolérée, typiquement l'œdème aigu du poumon, ben c'est sûr qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut que le patient soit pris en charge par le SAMU et hospitalisé. Quand vous avez introduit un traitement pour l'insuffisance cardiaque et que vous observez un doublement de la créatinine sous traitement, ou que votre patient est déjà connu comme insuffisant rénal avec une DFG très basse, vous amusez pas, il faut que le patient soit hospitalisé. Est-ce que ça va devenir très complexe? Est-ce que la majoration de la créatinine est liée à une congestion qui n'est pas réglée, ou est-ce que le patient passe sur une insuffisance rénale fonctionnelle liée à un surplus de décongestion? Ça devient extrêmement compliqué et donc là, faut passer la main. Si vous avez des troubles ioniques sévères, une hyponatrémie sévère, une hypokaliémie sévère, une hyperkaliémie, vous voyez, à plus de 6 millimoles par litre, attention, vous savez, il faut vérifier sur un deuxième prélèvement au laboratoire. Vos kaliémies au domicile sont toutes fausses. Donc, demandez bien un contrôle sur un deuxième prélèvement au laboratoire. Donc, dans ces cas-là, là aussi, il faut que votre patient soit hospitalisé parce qu'il va falloir gérer aussi les troubles ioniques. Si votre patient, après introduction ou majoration des diurétiques, eh bien, vous avez des signes de déshydratation sévère, pli cutané, langue rôtie et des hypotensions artérielles, là aussi, il doit être hospitalisé. Si vous avez une suspicion de choc cardiogénique, trouble de conscience, hypotension, marbrure, c'est une indication hospitalisée. Si vous avez des signes cliniques d'instabilité hémodynamique, tachycardie ingérable, bradycardie intense, de la fièvre, il vaut mieux hospitaliser votre patient. Et si vous vous rendez compte que votre traitement mis en place à domicile est inefficace au bout de 48 heures, eh bien, il faut prendre contact et il faut hospitaliser votre patient. Je vais vous donner à la fin de ma présentation les moyens, ce qui va vous permettre de prendre contact avec nous
pour que le patient soit pris en charge rapidement. Alors, quand on parle d'inefficacité du traitement institué, on considère que, alors c'est difficile à la maison de contrôler la diurèse, mais une diurèse qui serait inférieure à 1500 millilitres par jour nous indique que notre patient ne réagit pas bien aux diurétiques qu'on a instaurés. Et là, c'est plus facile à surveiller. Une perte de poids de moins de 1 kg après majoration ou instauration d'un traitement diurétique, eh bien, on considère que si cette perte de poids est à moins d'1 kg par 24 heures, eh bien, notre traitement est inefficace. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut surveiller. Donc le patient, on introduit le traitement, mais il va falloir le revoir rapidement. Donc, je vous rappelle les recommandations ESC 2021 pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc, les quatre fantastiques, IEC ou IRAN. IRAN, c'est inhibiteur des récepteurs à l'angiotensine de la néprilésine, c'est sacubitril/valsartan. Donc, ce traitement sacubitril/valsartan peut être maintenant introduit en première intention. Les ARA2 arrivent en deuxième ligne. Bêta-bloqueurs, antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, c'est-à-dire les anti-aldostérone, éplérénone, spironolactone, dapagliflozine, empagliflozine et diurétique de l'ange si votre patient est congestif. Donc votre patient, il doit avoir les quatre fantastiques. C'est le traitement de première intention. Et ensuite, le patient va être vu, on va réévaluer la fraction d'éjection et si cette fraction d'éjection reste inférieure à 35%, eh bien, votre patient va être candidat soit à l'implantation d'un DAI simple chambre, soit à l'implantation d'une resynchronisation s'il a un aspect de bloc de branche gauche sur son électrocardiogramme. Si le patient n'est pas, comment dire, n'est pas équilibré, qui revient dans un tableau de décompensation, qui garde des fractions d'éjection très basses, qui est très symptomatique, eh bien, on va devoir lui proposer d'autres prises en charge thérapeutiques. Ça peut être la greffe, ça peut être l'assistance ventriculaire gauche, mais ça peut être aussi une décision de prise en charge palliative. Palliative ne veut pas dire fin de vie, mais juste on flèche le parcours de soins et on sait que si la situation se dégrade, eh bien, on n'ira pas sur la cure de butamine, on n'ira pas sur l'assistance de courte durée. Voilà. Donc, on essaye maintenant, au sein du CHU, de notre service de cardiologie, de flécher les parcours thérapeutiques avec, maintenant, on met en place ce qu'on appelle des consultations d'annonce de mauvais pronostics auprès de nos patients insuffisants cardiaques pour qu'ils aient, entendu un jour qu'ils avaient une insuffisance cardiaque et cette insuffisance cardiaque était de mauvais pronostics et essayer de sonder quelles sont ces directives pour la suite. Ça, c'était pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc, on a des recommandations qui ont été upgradées pour tout ce qui concerne l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée et préservée. C'est 2023, ces recommandations de la Société européenne de cardiologie. Donc là, modérément altérée, on retrouve les diurétiques et on retrouve les glyphosines. Vous voyez, c'est des recommandations extrêmement fortes, classe 1A. Et vous voyez que on peut chez ces patients introduire, alors évidemment les recommandations sont moins fortes parce qu'il y a moins d'études, introduire un traitement IEC-ARNI, des minéralocorticoïdes, des antagonistes aux minéralocorticoïdes et des bêta-bloqueurs. Et ici, je vous ai mis les recommandations des patients avec une fraction d'éjection altérée, donc diurétiques et congestion, et glyphosine obligatoire, recommandation grade 1A pour traiter cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Je vous rappelle que les études ont montré chez ces patients une réduction de la morbimortalité. C'est la seule molécule qui ait montré cela chez les patients AFEVG préservés. Donc là, je vous ai mis, et c'est souvent la question qu'on me pose, pardon, je sais pas, voilà, c'est, oui, ok, on introduit les médicaments, mais jusqu'où on va? Donc là, je vous ai mis les doses initiales des traitements IEC, ARNI, bêta-bloqueurs, anti-aldostérone, glyphosine, et les autres traitements, il y a l'ivabradine et les Artans. Vous avez la dose initiale et en face, vous avez la dose maximale qu'il va falloir essayer d'atteindre. C'est pas possible chez tous les patients, mais il va falloir essayer d'atteindre cette dose, quel que soit le stade fonctionnel de votre patient, parce qu'on sait que c'est à dose maximale que le traitement est le plus efficace. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer de la fraction d'éjection. Donc ça veut dire récupérer des mois de vie
et récupérer une bonne qualité de vie et éviter les hospitalisations. Alors, quelques petits conseils. Pour les diurétiques de l'anse, on va commencer à petite dose, 40 mg ou 1 mg de bumétamide, et on doublera la dose en cas de décompensation cardiaque. On commence comme ça. On surveille la fonction rénale, la kaliémie tous les 2 à 3 jours. On va surveiller le poids tous les jours, ce que je vous disais, perte d'au moins 1 kg par jour, et on réévaluera régulièrement les signes de congestion. On demandera à notre patient de réduire sa consommation de boissons à 1 litre et demi selon le degré de congestion, et bien sûr, on lui demandera d'avoir une alimentation pauvre en sel. Les glyphosines, c'est 10 mg pour chacune d'entre elles, c'est 1 par jour. On débute si le DFG est supérieur à 25 ml par minute. Il n'y a quasiment pas d'effet sur la tension artérielle, il n'y a absolument pas d'effet sur la fréquence cardiaque. Ça a un effet diurétique en début de traitement, surtout chez le patient diabétique. Il faut se rappeler que ça fait pisser du sucre et du sel. Donc, si votre patient est diabétique, il va pisser beaucoup de sucre et il pissera beaucoup de sel. Donc, il faut l'informer sur le risque de mycose. Et c'est bien de sonder, de savoir si votre patient a déjà fait des mycoses, parce que si on a déjà fait, il va être à risque de récidive. Donc, ça veut dire que, surtout, alors chez la femme, moi, ce que je fais, c'est s'il en a déjà eu, je lui prescris des ovules sur la thérapeutique au cas où. Et chez l'homme, là, je lui dis, voilà, hygiène corporelle, c'est important. La femme aussi, c'est important. Et puis, si ça gratte, il faut consulter absolument, hein, c'est plus grave chez l'homme que chez la femme. Attention aux situations où le patient aurait des épisodes de déshydratation, hein, diarrhée, vomissement, forte canicule. Hein, il faut informer que votre patient, en cas de diarrhée et de vomissement de forte canicule, il faudra stopper temporairement la glyphosine et la réintroduire une fois que la situation sera stabilisée. C'est très important parce que, je vous l'ai dit, ça a quand même un effet diurétique et ça va aggraver la déshydratation. On surveille le DFG en début de traitement. Il est habituel que le débit de filtration glomérulaire s'altère en début de traitement jusqu'à peu près 30% du DFG initial. C'est très fréquent. Ça prouve l'effet thérapeutique de la glyphosine. C'est comme avec les IEC et les ARA2. Quand on introduit un IEC ou un ARA2, on constate toujours une petite baisse du DFG. Je vous rappelle que les glyphosines font maintenant partie, hein, du traitement de l'insuffisance rénale chronique, comme les IEC et les ARA2. Hein, chez un patient insuffisant rénal, voilà, il faut introduire les glyphosines, et une petite majoration du DFG, une petite baisse du DFG est tout à fait normale, hein, et ne doit pas vous inquiéter. Je vous rappelle que les glyphosines sont contre-indiquées en cas de diabète de type 1. Pas le diabète insuliné, type 2 insuliné, mais le type 1. On introduit IEC ou ARA2 ou sacubitril à petite dose, et bêta-bloqueur en plus avec, si le patient a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et puis sous contrôle de la tension, de la fonction rénale, de la kaliémie, et on pourra demander une surveillance par l'infirmière du domicile, une surveillance de la tension, de la fonction rénale, de la kaliémie. Et si votre infirmière est formée aux signes EPOF, et on lui demandera aussi de surveiller les signes EPOF à domicile. Je vous rappelle que les infirmières peuvent prendre en charge les patients en sortie d'hospitalisation dans le cadre de Prado, et qu'elles peuvent aussi prendre en charge les patients sortis d'hospitalisation hors Prado. Il existe une nomenclature qui rembourse, hein, leurs actes en post-hospitalisation. Il faut juste que la prescription soit faite rapidement en sortie d'hospitalisation. On a d'ailleurs à ce sujet travaillé avec l'URPS infirmière pour créer un dossier de surveillance des patients insuffisants cardiaques au domicile par les infirmières. Donc tout ça est accessible sur le site de l'URPS infirmier. Et une fois l'épisode de congestion traité, on majorera le traitement de fond en fonction de la tolérance. Alors,
Je le rappelle, un patient qui a une fraction d'éjection réduite doit avoir 4 ou 5 classes thérapeutiques. IEC, valsartan, sacubitril, bêta-bloquant doit être titré aux doses maximales tolérées, quelle que soit l'amélioration clinique, j'y reviens. Une hypotension asymptomatique ou une augmentation de la créatinine inférieure à 50% ne doivent pas conduire à une réduction des doses sans l'avis du cardiologue. Et une augmentation de la kaliémie doit toujours être contrôlée sur un deuxième prélèvement, si possible au laboratoire. Si la kaliémie est supérieure à 5 millimoles par litre, elle peut motiver la prescription d'une résine échangeuse d'ions sans modifier les autres traitements. Moi, je considère même que jusqu'à 5,5 en cardiologie, on est plus frileux, on n'aime pas du tout l'hypokaliémie qui est pourvoyeuse de troubles du rythme et de mort subite, plutôt que d'hyperkaliémie, donc même jusqu'à 5,5, moi je ne prescris pas de résine échangeuse d'ions. Si votre patient a une kaliémie supérieure à 5,5 et un DFG à moins de 30, eh bien, cela peut conduire à l'arrêt ou à la réduction de l'ARM. Et si la kaliémie est à plus de 6, eh bien, on va arrêter temporairement l'IEC et l'IRAN et on va demander un avis spécialisé. Évidemment, les doses de diurétiques doivent être adaptées au degré de congestion clinique. Souvent, nos patients, ils sortent comme des chips de l'hôpital avec des fortes doses de diurétiques. Et derrière, il faut absolument que vous revoyiez les patients dans les 15 jours qui suivent pour réadapter le traitement et revoir le traitement diurétique à la baisse et augmenter les autres traitements. Enfin, je vous rappelle que les anti-inflammatoires, les sels de régime, les médicaments hypotenseurs autres que ceux prescrits dans l'insuffisance cardiaque, eh bien, doivent être proscrits, hein, et réserver finalement la prescription au traitement recommandé dans l'insuffisance cardiaque. Donc, un petit mot sur l'éducation thérapeutique. Vous savez que c'est un de mes dadas. Donc, quelle que soit la fraction d'éjection, le patient doit connaître les signes d'alerte EPOF. On doit lui apprendre et il doit être capable de les repérer pour éviter les hospitalisations. Et il doit connaître aussi l'acronyme sur son hygiène de vie, EPON, exercice régulier, surveillance du poids, observance des traitements, alimentation hyposodée. Hein, il ne doit pas saler ses aliments. Une surveillance biologique IONO-DFG doit être effectuée une semaine après l'augmentation du traitement et au moins tous les 6 mois chez un patient stable. C'est vrai que c'est utile d'avoir un NT-proBNP chez votre patient au moins tous les 6 mois et quand vous suspectez une décompensation cardiaque. Et vous savez que 50% de nos patients insuffisants cardiaques ont une carence martiale plurifactorielle et donc il faut que vous dosiez l'hémoglobine, la ferritinémie et le CST tous les 6 mois chez votre patient. Et en cas de carence martiale, vous voyez que les chiffres sont un peu différents de ce qu'on voit en gériatrie ou en gynécologie. Donc chez nous, on dit carence partielle, c'est ferritine inférieure à 100 ou entre 100 et 300 avec un CST inférieur à 20%. Et dans ces cas-là, eh bien, ces patients doivent bénéficier d'un traitement par fer injecte intraveineux. Le fer par la bouche ne fonctionne pas. Il y a des études qui l'ont démontré. Et donc, vous savez que ces perfusions de fer injecte doivent être faites en milieu hospitalier ou grâce à l'HAD. L'HAD a développé du fer injectable à domicile avec des vrais protocoles. Si vous le voulez, je pourrais vous transférer ça. Donc, prenez contact avec eux parce qu'ils sont capables de le faire maintenant à domicile, ce qui évite souvent de transférer le patient à l'hôpital en hôpital de jour, et surtout pour les patients qui sont loin, quoi, hein. Donc, l'HAD peut se déplacer. Et enfin, je vous rappelle, les vaccinations antigrippales, Covid et pneumocoque sont fortement recommandées chez tous les patients insuffisants cardiaques. Ça, c'est une petite fiche qu'on a établie en sortie d'hospitalisation qui nous permet vraiment de checker tout ce qui est important et de vous transmettre les informations en sortie d'hospitalisation. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions si vous en avez. Merci. Merci, professeur Sorin, pour cette présentation. Oui, donc on peut peut-être prendre quelques questions, en effet, sur cette première partie. Si on a, là, on est une vingtaine de participants, donc vous pouvez allumer le micro et puis prendre la parole si besoin. On n'est pas nombreux, parce que là, sur le chat, je vois qu'il n'y a rien d'écrit. Voilà.
S'il n'y a pas d'intervention, on peut enchaîner sur la partie responsabilité populationnelle et puis rien n'empêche de revenir Oui, à la fin de la présentation sur ce sujet voilà, de la prise en charge. Donc, voilà. oui. Alors, j'avais dit que j'allais donner les coordonnées, mais je vois que c'est pas dans ma présentation. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je vous les donnerai tout à l'heure. Je dois pouvoir les trouver. Oui, Mhm. ça c'était important quand même parce que du coup, c'est comment nous joindre. Je vous les donne à la fin de l'autre présentation. Très Partager. bien. Hop. Donc du coup, maintenant, je vais vous parler d'un sujet. Mhm. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, très bien. Oui, voilà. Alors, ça, c'est un vaste sujet et c'est très important que vous puissiez comprendre ce qu'est la responsabilité populationnelle, parce que pour moi, c'est une vision de la prise en charge des patients chroniques qui va vraiment modifier, voilà, si on démontre que cette approche est efficace en termes de prévention, je pense que ça risque de révolutionner les financements de la sécurité sociale, en particulier le financement de la Sécu à l'acte. Parce que toutes ces activités de prévention que vous faites, que nous faisons, eh bien finalement pour l'instant il y a aucun financement qui apparaît. Et l'objectif de ça, c'est quand même, voilà, modifier un peu le financement. Alors, qu'est-ce que c'est que, juste un petit, voilà, peut-être une introduction. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million de personnes atteintes d'insuffisance cardiaque en France. La prévalence en 2022, c'était à peu près 2,6% de la population adulte et ça pouvait atteindre jusqu'à 25% des patients de plus de 85 ans. Donc c'est extrêmement fréquent. Et vous savez que cette insuffisance cardiaque, elle est pourvoyeuse de nombreuses hospitalisations. Et voyez là aussi que le taux standardisé d'hospitalisation est extrêmement variable. Si vous vous situez ici dans le sud de la France, hein, plutôt à l'ouest, ou si vous vous situez ici à l'est, voire plus au nord, où là, il peut y avoir des ratios de l'ordre de près de 2,4 du taux standardisé d'hospitalisation entre les territoires. Vous voyez que nous, on est quand même bien placés, en particulier, vous voyez, la Haute-Saône. Donc, il y a des points de rupture dans la prise en charge des patients. C'est 400 000 à 700 000 patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque sans le savoir. Hein. Donc, j'avais vu que l'assurance maladie a fait une grosse campagne de sensibilisation qui était d'ailleurs très, très bien faite. Hein, ça a été fait pendant plusieurs années. Il y a eu 2 ans, là, pendant 2 ans, avec 2 campagnes, vraiment pour sensibiliser la population à l'insuffisance cardiaque. Mauvaise détection des patients à risque d'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Tous ceux qui sont en risque, les diabétiques, les hypertendus, les obèses, ceux qui ont des cardiopathies ischémiques, qui font de la fibrillation auriculaire, des insuffisances rénales. Il y a une mauvaise détection. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 40% des patients insuffisants cardiaques ne voient pas de cardiologue en sortie d'hospitalisation. Ça veut dire que les traitements ne sont pas instaurés, ne sont pas optimisés. Il n'y a pas de suivi. Les hospitalisations sont trop nombreuses, parfois évitables, et la sortie est mal organisée par défaut du parcours ville-hôpital. Peu de patients vont en réadaptation. L'éducation thérapeutique est pas faite ou mal faite. Et enfin, les patients les plus graves ne sont pas ou mal détectés et le nombre de patients assistés est extrêmement bas. On a le plus bas taux au monde d'assistance ventriculaire gauche chez ces patients. Et puis, on n'a pas de réflexion palliative chez ces patients. Vous voyez, plein de choses qui vont pas. Alors, la responsabilité populationnelle, c'est quoi? Eh bien, la responsabilité populationnelle dit que c'est une approche selon laquelle un bassin de vie, c'est-à-dire un territoire, est considéré comme responsable de l'état de santé global de la population qui y réside. C'est-à-dire que nous, tous, acteurs de santé, pas que les docteurs, mais tous les acteurs de santé d'un territoire, eh bien, nous sommes responsables de l'état de santé global de la population qui habite sur ce territoire.
L'objectif de la responsabilité populationnelle, c'est de maintenir et améliorer la santé, le bien-être, l'autonomie de la population sur ce territoire en réduisant au maximum les coûts. C'est-à-dire que on a des acteurs, on a des outils, et maintenant il faut qu'on fasse fonctionner le schmilblick, mais qu'on s'adapte au territoire. Ce qui sera vrai en Île-de-France ne sera pas vrai en Franche-Comté. Donc cette approche, elle a été développée surtout au Québec en 2003 et depuis 2017 en France par la Fédération hospitalière de France sur 5 territoires pilotes. Donc la Haute-Saône, la région de Quimper, Troyes, Douai et Niort. Vous voyez, c'est Douaisis, Cornouailles, Deux-Sèvres, Aube, Cézanne et Haute-Saône sur 2 pathologies chroniques que sont le diabète et l'insuffisance cardiaque. Elle est inscrite dans la loi du 24 juillet 2019 à l'article 20, hein, cette responsabilité populationnelle. Et donc, en Franche-Comté, on a eu un site pilote qui a été Vesoul, en particulier sur le diabète, et ça marche super bien. Maintenant, donc, ça s'est étendu à l'insuffisance cardiaque sur Vesoul. L'hôpital Nord-Franche-Comté est aussi inscrit dans le cadre de cette démarche, de cette approche, et le CHU depuis peu, puisqu'on a signé avec la Fédération hospitalière de France il y a seulement 3 mois, pour voilà, un engagement dans cette responsabilité populationnelle, en sachant qu'en Franche-Comté, on ne part pas de rien. On a déjà mis pas mal de choses en place avec les CPTS, avec les MSP, avec vous, médecins généralistes, les infirmières. On a déjà des choses en place, mais maintenant, il va falloir qu'on essaye d'améliorer le fonctionnement. Donc, ça repose sur une méthodologie alors qu'on n'a pas inventée, hein, qui a été mise au point par les sociétés savantes médicales, pour l'insuffisance cardiaque, bien sûr, la Société française de cardiologie. Et cette responsabilité populationnelle, elle a été organisée sur plusieurs étapes autour de réunions cliniques, il y a une faute d'orthographe, qui vont associer les acteurs de santé sur un bassin de vie. Alors nous, c'est Franche-Comté, mais c'est surtout CHU. Donc CHU, ça veut dire j'ai acheté quand on parle des centres hospitaliers, mais ça veut dire aussi CPTS, MSP, médecins généralistes, infirmières, kinés, pharmaciens, biologistes, ça veut dire tout ce monde-là. Et après, ce qui va être vrai sur notre CHU, sur le territoire du CHU, ne sera peut-être pas vrai sur Pontarlier, ou vrai sur Dole, ou vrai sur Baume-les-Dames, ou vrai, voilà. Donc, du coup, il va falloir qu'on se réunisse tous lors de ces réunions cliniques et qu'on discute tous ensemble, eh bien, des besoins. Alors, on va déjà faire une première phase, qui est la phase de conception, où il va falloir qu'on stratifie notre population. C'est-à-dire, comme je vais vous montrer, on va avoir des patients qui vont être à risque, en bas de la pyramide, et des patients qui vont être au stade très avancé de leur maladie. Et en fonction de cette stratification, et en fonction des besoins, eh bien, on va mettre des actions, hein. Et donc, on va élaborer de façon commune un programme clinique partagé, adapté à chacune des strates de la population et adapté au territoire où vous exercez. C'est pour ça que c'est très important que vous soyez présent dans cette démarche, parce qu'on ne va pas mettre des choses en place si vous n'adhérez pas à ça. Il faut on va venir vous voir, on va vous expliquer tout à l'heure, on va venir vous voir, on va faire des réunions, on va se réunir. Vous allez me dire, voilà, pour moi, pour nous, ce qui bloque, c'est que quand on a un malade, eh ben, on a du mal à trouver une consultation auprès du cardiologue. OK. Eh ben, on va trouver des solutions pour essayer de faire en sorte que le malade soit vu rapidement. Ou alors, voilà. Donc, du coup, on va partir de ce dont vous avez besoin et on va essayer d'apporter des solutions. Et à partir de là, alors, trouver des solutions, mais aussi définir des indicateurs de performance, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a mis en place, c'est efficace ou pas? Et est-ce qu'il faut continuer à aller dans la même direction? D'accord? Donc, on a 4 objectifs: meilleure prise en charge du patient, meilleure santé globale de la population, attractivité des professionnels, parce que bah, finalement, si on arrive à avoir
des correspondants facilement, avoir des hospitalisations facilement, etc., eh ben, ça va être chouette parce que ben, je vais avoir envie de participer. Et puis évidemment, une efficience des ressources parce que les ressources, elles sont quand même là. Donc c'est mieux organisé. Donc c'est ça en fait, triple objectif. Donc on va avoir une meilleure utilisation des ressources sur le territoire. Hein, on va mobiliser les collectivités, les réseaux, les CPTS, etc. On va mobiliser ce qu'on a, les hôpitaux de jour, etc. On va avoir des actions de prévention pour ceux qui ne sont pas insuffisants cardiaques. Et on va travailler sur les déterminants de santé. Et puis, on va exécuter les géogrammes en fonction de la stratification. Donc, pour l'insuffisance cardiaque, ça se présente comme ça. En bas de la pyramide, on a la prévention du risque. Comment je peux prévenir qu'un patient au risque de développer une insuffisance cardiaque va, va pas développer cette insuffisance cardiaque? Comment je vais m'occuper du patient insuffisant cardiaque stable? Comment je fais quand mon patient est instable? Et comment je gère les patients complexes? L'objectif, c'est que cette dernière strate 4 soit la plus petite possible, hein. Voilà. Donc des exemples. Eh bien, pour la strate 1, prévention du risque. Donc c'est un exemple, patient par exemple souffrant d'hypertension artérielle. Eh bien, qu'est-ce que je fais pour éviter que ce patient arrive à une insuffisance cardiaque? Le diabétique, le patient qui a un syndrome métabolique, etc. Un des objectifs, par exemple, ce serait prévenir les maladies coronaires, c'est-à-dire faire de l'information à la population, hein, organiser à l'aide des associations de patients, par exemple, ou des CPTS, des réunions pour informer les patients sur les futurs patients, même les patients, sur les facteurs de risque voilà. Pour le patient insuffisant cardiaque stable, ça pourrait être améliorer le parcours de vie à l'hôpital pour l'instable pareil, etc. Donc tout ça, c'est à travailler, c'est à mettre en place. Donc en fait, comme je vous le disais, pour élaborer ce programme clinique sur la population des patients insuffisants cardiaques, eh bien, il va nous falloir des réunions cliniques. Et pour cela, il faut mobiliser les acteurs de ville et de l'hôpital, donc tous ensemble, lors de ces réunions cliniques, pour élaborer un programme d'action en fonction de la stratification et des logigrammes, hein, qui ont été établis par les sociétés savantes. Donc, ces réunions cliniques, c'est à peu près 30 à 40 participants. Et puis ensuite, une fois qu'on a travaillé, alors on va se voir souvent, hein, des réunions cliniques avec ce groupe-là. On va se voir peut-être une fois tous les 15 jours pour élaborer le programme d'action. Après, on va l'essaimer à tous les acteurs de santé du territoire. Et puis ensuite, on va mettre en œuvre et suivre et réadapter. Et on va faire ça sur chacune des strates. Alors, ce qui est intéressant de travailler sur des petits territoires, c'est qu'on va pouvoir avoir les chiffres. C'est-à-dire, on saura, dans le territoire un tel, je dis n'importe quoi, le territoire de Pontarlier, dans ce tel territoire, on a tant de patients qui sont à risque d'insuffisance cardiaque, on a tant de patients insuffisants cardiaques stables, on a tant de patients insuffisants cardiaques instables, et on a tant de patients au stade le plus élevé. D'accord? Donc, on va partir sur une vraie population et on va pouvoir élaborer tous ensemble un plan d'action pour faire en sorte que ces patients soient mieux pris en charge. Alors, voilà les acteurs à mobiliser. Vous voyez, il y a les professionnels de la ville, médecins spécialistes, généralistes, infirmières libérales, le DAC, les pharmaciens, les masseurs, les diététiciens, les CPTS, les MSP, les URPS, les conseils de l'ordre. Ensuite, on va avoir les hôpitaux, avec les directions des soins, etc., les DIM, etc. On va mettre dans la boucle les tutelles et les institutions, la CPMN, l'ARS, le grade Franche-Comté. On aura les patients, et là je suis très contente parce qu'aujourd'hui on a M. Périguet qui est donc un patient qui fait partie d'une association franc-comtoise. Et donc on va les mettre dans la boucle parce que finalement c'est eux aussi les premiers intéressés. Et on aura les collectivités parce que si on va aller taper la population générale, on va avoir besoin des maires, des conseils départementaux, des régions, etc. Pourquoi pas, par exemple, si on veut aller faire de la détection,
avoir un petit bus équipé, on met dedans un cardiologue, un appareil d'écho, une infirmière et en avant et on fait le tour du territoire et on va aller faire comme ça de la prévention, de la détection chez les patients directement au domicile. Pour ça, il faut demander des fonds, il faut qu'on aide de la région, il faut monter des projets. Donc voilà, l'ARP, ça sert à ça, hein. Alors, comment le parcours va se nourrir de la responsabilité populationnelle? Donc, le parcours de soins, c'est détection, traitement, suivi, prévention des décompensations, intégré dans une stratégie territoriale, hein, donc qui va être finalement intégré sur le territoire et pas seulement un acteur isolé. C'est un suivi des patients, une coordination pilotée non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau populationnel, permettant de détecter les zones de dysfonctionnement dans un territoire. Et là, je serai là pour vous entendre. Et l'objectif, c'est de faire que finalement le financement qui est actuellement à l'acte, eh bien, le financement et les incitations soient alignés sur la performance territoriale, c'est-à-dire les réductions d'hospitalisation, c'est-à-dire la détection, c'est-à-dire, voilà. Et donc, ce qui incitera les acteurs locaux à coopérer. Et il nous faut des outils numériques. Alors, on a des outils au niveau du grade, ITIX, je sais que pour vous c'est compliqué, ITIX, donc voilà, on travaillera là-dessus. La télésurveillance, les programmes de télémédecine, on aura la téléexpertise, la téléconsultation, tout ça pour nous permettre de mieux détecter, soigner et suivre ces patients. Et donc une mention prévention primaire qui est beaucoup plus forte dans cette responsabilité populationnelle. Donc il y a des premiers résultats. Donc entre 2022 et 2024, dans les territoires pilotes, on a pu démontrer que dans le diabète, eh bien, on avait une réduction des séjours aux urgences de l'ordre de 33%. Sur cette même période, on a réduit les séjours, on a augmenté les séjours ambulatoires de 20%. Le nombre de séjours longs a diminué de moitié. Et donc, vous voyez qu'on a déjà enrôlé dans la responsabilité populationnelle eh bien, un certain nombre d'acteurs, 928 professionnels de santé, 86 usagers et partenaires, 1200 patients suivis pour insuffisance cardiaque dans ces dispositifs, 3800 pour le diabète. Et vous voyez qu'il y a 17 300 personnes qui ont déjà été sensibilisées au risque d'insuffisance cardiaque et de diabète et qu'on a identifié quand même 14 300 patients à risque de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Donc ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on puisse le mettre en place sur notre territoire. Donc il y a bien sûr des points de vigilance, des défis, des limites. Le partage des données, c'est vraiment un vrai problème avec l'interopérabilité des systèmes d'information. On en parlera lors de réunions cliniques. La mobilisation des professionnels de première ligne. Moi, je suis hospitalière et je ne peux pas tout faire. J'ai besoin de vous, médecins généralistes, infirmières libéraux, intervenants de ville, c'est crucial, hein, voilà. Il faut qu'on ait la capacité à faire évoluer les financements. Donc pour ça, il faut évaluer, hein. Si on démontre que ça marche, eh bien, on pourra monter au niveau des tutelles et avoir un financement. Et puis, eh bien, voilà, il faut faire en sorte, voilà, que sur le territoire, tout puisse bien s'emboîter. C'est-à-dire qu'on aille tous dans la même direction, CPTS, GST, ARS, région, hein. Et donc, c'est important pour moi que vraiment tout le monde soit bien aligné pour que ça fonctionne. Et puis voilà, après, il faudrait qu'on puisse la rendre pérenne à l'échelle nationale. Il y a beaucoup maintenant de régions qui rentrent dans la responsabilité populationnelle. Euh, on est le deuxième CHU en France. Donc, voilà. En conclusion, donc, le parcours du patient insuffisant cardiaque, c'est l'affaire de tous. Les acteurs doivent s'emparer des différents outils. Je vous disais qu'on a des outils disponibles ici en Franche-Comté. Maintenant, voilà, ces outils, ils sont là pour nous aider, mais voilà, il faut qu'on huile, hein, le système. Les solutions sont propres à chacun des territoires, là on est bien d'accord, et puis peut-être que la responsabilité populationnelle sur un territoire va nous permettre de mieux structurer, d'obtenir des résultats tangibles sur la santé de nos patients et en particulier nos patients insuffisants cardiaques. Voilà.
J'espère que j'ai été un peu plus claire. C'est compliqué la responsabilité populationnelle. On a l'impression que c'est une espèce de grosse machine comme ça. Encore une. On va se réunir encore une fois. Mais non, mais franchement, je pense que en Franche-Comté et sur notre territoire Besançon métropole, je pense qu'on peut vraiment mettre des actions, des choses en place. On a la capacité de le faire et dans l'intérêt de nos patients. Merci. Merci pour ces explications, pour la présentation que j'ai trouvé très claire de mon côté, mais je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Alors, je vous invite à réagir, à prendre la parole, à poser vos questions via le chat. Enfin, on a encore 10 minutes, allez, 10 minutes grand max pour essayer d'échanger sur tout ça. Euh, si vous permettez, Adrien Oui. Cadia, j'aurais une question. Oui, allez-y, monsieur Kadia. Oui, moi, par exemple, j'ai des problèmes de glaucome aussi. Et donc, l'ophtalmologue, lui, m'a prescrit des médicaments, principalement un médicament qui s'appelle le Diamox, qui est, alors je lis là, la Un description, diurétique. voilà, qui est un diurétique qui augmente l'élimination d'eau et qui fait baisser la pression des liquides contenus dans le cerveau et dans l'œil du fait de problèmes de glaucome. Oui. Et il m'a dit ça favorisait aussi une fuite de potassium. Il m'a donné du caléoride. Mhm. Et apparemment, le potassium, vous l'avez cité dans votre exposé, Oui. ça interagit aussi avec l'insuffisance cardiaque et le cœur. Et la difficulté, si vous voulez, qu'il y a, par exemple, c'est est-ce que les traitements médicamenteux peuvent interagir avec l'insuffisance cardiaque? Et puis, dans le cas de multipathologie ou de multi-médecins, je dirais, parce que l'ophtalmologue me suit pour le glaucome, mais il me donne des traitements qui interagissent avec le cœur. Je suis suivi par le cardiologue, je suis suivi par le dentiste, j'ai dû me faire enlever des dents, des problèmes d'infection. J'ai un médecin généraliste, mon dentiste était parti en retraite, c'en est un autre. Le cardiologue était parti en retraite, c'en est un autre. Le médecin généraliste, j'en suis à mon troisième ou quatrième parce qu'ils sont partis en retraite. Ce qui fait qu'à un moment donné, le médecin généraliste que j'ai, lui, il découvre tout ça. Et puis, entre guillemets, il subit. Je vais voir le cardiologue, il fait une ordonnance. Je vais voir l'ophtalmo, il fait une ordonnance. Je vais voir le dentiste, il fait une autre ordonnance. Puis à la fin, le médecin généraliste, puis plus que j'ai été au CHU pour des problèmes d'artères bouchées, etc. Et puis donc tout ça, tout le monde fait des ordonnances. Et à un moment donné, le médecin généraliste qui suit tout ça, bah lui, il prend un peu le train en marche. Et je pense que ça ne doit pas être évident à gérer, Oui, surtout ah, au je suis niveau de d'accord. l'insuffisance cardiaque. Ouais, je suis complètement d'accord. Et en plus, alors probablement qu'il y a des médecins généralistes qui voudront bien intervenir. Et normalement, en fait, tous les actes que vous devez avoir, le médecin, c'est votre médecin de référence. Donc, en Oui, fait, tous les examens que vous devez avoir, en fait, il devrait être au courant de tout, puisque c'est lui qui doit vraiment conduire, hein, c'est lui qui est votre médecin de référent. Donc, alors c'est vrai que l'ophtalmo, vous n'avez pas besoin de médecin généraliste pour le consulter. Le cardiologue, vous avez une pathologie cardiaque chronique, donc du coup, la consultation ou la demande par le médecin généraliste n'est pas obligatoire. Donc, c'est vrai que, alors, il y a un outil qui est très intéressant, c'est le dossier partagé. Hein, c'est le dossier partagé sur voilà, votre, oui, sur c'est votre le DMP ou l'espace, espace santé, mon espace où là, santé, voilà. Mhm. toutes les infos sont regroupées, en fait. Mais peut-être qu'on peut avoir l'avis d'un médecin généraliste, parce que peut-être pour eux, c'est une difficulté, je sais pas. J'ai Personne bien veut essayé. s'exprimer? Non. Oui, Bertrand Studer, vous m'entendez? Oui, très bien, docteur Studer. Ouais. Excusez-moi. Euh, oui, ben, on est confronté au cas de Monsieur Kadia euh, en permanence. Et puis, plus la technologie avance, moins la communication se fait. J'entends par là que on n'a plus de compte rendu du CHU.
Les comptes rendus arrivent dans le DMP du patient. Ouais. Moi, j'ai 2800 patients médecins traitants. Je ne peux pas aller voir 2800 fois par jour les comptes rendus de mes patients dans leur DMP respectif, c'est impossible. Et à moins d'avoir le patient en face de soi qui nous dit qu'il a vu tel ou tel spécialiste ou tel qu'il a bénéficié de tel ou tel examen sur lesquels on n'a pas reçu en amont les comptes rendus, on découvre en consultation parfois des changements thérapeutiques ou des associations de médicaments qui viennent de différents spécialistes qui ne sont pas forcément compatibles. Chacun soigne sa maladie et nous, on prend en charge des patients. On est spécialiste de rien, mais on doit toucher De un peu tout. à tout. On a de plus en plus de difficultés à l'accès. Alors, je ne parle pas forcément de la cardiologie, mais de l'accès aux spécialités. Il faut 4 semaines pour avoir une échographie. Donc, on nous dit, ben, c'est la réponse d'un médecin conseil, formez-vous en échographie. Bon, dont acte, c'est fait. On ne peut pas avoir d'infiltration sur une épaule gelée avant 6 semaines. Bon, ben, on se forme en épaule gelée. On ne peut pas avoir de rendez-vous ORL. Bon, ben, on achète un vidéo otoscope. On ne peut pas avoir de consultation cardiologique rapide. Ben, on a investi 4000 euros dans un ECG connecté avec une téléexpertise qui est faite à l'autre bout de la France. Enfin voilà, et on a ça en rhumatologie, on a ça en cardiologie. Ma dernière acquisition et mes dernières formations, c'est de l'ophtalmologie connectée, avec un ophtalmologue qui accepte de voir mes clichés de fond d'œil qui est basé en Bretagne. On en est là aujourd'hui. Et alors, je suis ravi de ces programmes de prévention. Après, quand j'entends l'utilisation d'outils comme ITIX, qui sont pour nous énormément chronophages, non rémunérateurs, il faut 3 quarts d'heure pour remplir complètement un dossier ITIX, je ne vois pas comment intégrer dans les 35 à 40, 42 consultations par jour, intégrer le, cette routine chez nos patients insuffisants cardiaques. Et Ouais. plus ça va, plus la technologie se développe, plus on se retrouve isolé. Et je pense, peut-être j'ai des confrères là qui me contrediront, enfin j'espère pour eux, mais ça devient vraiment, vraiment compliqué. Ben, vous voyez, typiquement, ça c'est un questionnement, c'est vraiment un témoignage qui, dans le cadre de ces réunions cliniques, est très important parce que, en fait, vous mettez le doigt sur tous les irritants, quoi, sur tout ce qui ne fonctionne pas. Et donc, à partir de là et de ces constatations, eh ben, on peut trouver des solutions. Par exemple, votre téléexpertise, et vous me dites, vous avez un électrocardiogramme qui est connecté, vous ayez en téléexpertise, ben nous, maintenant, on fait de la téléexpertise, la clinique fait de la téléexpertise, et cette histoire d'électrocardiogramme connecté à la téléexpertise, ben ça m'intéresse, je me dis, bah tiens, je pourrais rendre service, quoi. Donc, vous Oui, ça voyez, nous ça, c'est intéresse. peut-être des solutions qu'on peut proposer. On a par exemple, enfin, après c'est des cardiologues qui sont dédiés, on a la réponse en consultation. C'est-à-dire qu'on fait notre électrocardiogramme 12 dérivations et il est relu en temps réel par un cardiologue qui ne fait que ça. On a la réponse en 3 minutes. Vous avez Quand la réponse, d'accord, ok, vous avez on la réponse, téléphone, oui. on D'accord, oui, téléphone, alors que on nous, on a, va les consulter ça 2 fois par jour, quoi. Mhm. voilà. Alors, ah bon, il y a Ouais. ce problème de Après, délai. Après, après, les délais, on ne peut pas il y a la comparer, vie urgent, il y a la bien vie sûr. urgent, et puis il y a la vie moins urgent. Après, En voilà. téléexpertise, on peut le notifier, ça. Mais bon, vous voyez, typiquement, ça, c'est des questions qui pourraient tout à fait être relevées lors de ces réunions cliniques, quoi. Parce qu'on voit bien que la coordination, ben, c'est pas ça du tout, quoi. Et par exemple, quand vous me parliez d'ITIX, ben, c'est vrai qu'en effet, si vous devez vous inscrire le patient sur ITIX, c'est impossible. On a Par contre, essayé il y a si le quelques patient, années avec lui, la gériatrie et mais oui, avec le PAERPA. oui, Moi, j'ai tenu 6 semaines, je crois, et au bout de 6 semaines, j'ai abandonné. eh oui, J'ai abandonné, eh oui, c'était impossible. On mangeait plus à midi, on finissait à 21 h le soir pour rentrer des patients qu'on avait vus en consultation ok. et sans bon, le
délais étaient trop courts pour avoir un retour, mais c'était compliqué d'avoir, entre guillemets, le retour sur investissement. Et je ne parle pas de point de vue financier, je parle du point de vue temps consacré, état de santé du patient. Ok. Oui. Donc, en fait, il faut ouais, des critères d'évaluation qui soient beaucoup plus durs, beaucoup plus pertinents, quoi. Mhm. Ok. Ouais, c'est très important ce que vous nous dites là, vraiment. Mhm. Vraiment. Et c'est vrai que maintenant, avec les courriers de sortie qu'on vous envoie sur l'IFEN ou sur votre adresse MS Santé, alors vous avez le courrier tout de suite, mais il vous faut le temps de le lire, de Alors l'ouvrir, ceux-là, de ils le sont très lire, de le bien, ça classer. c'est pas le souci, ça Oui, marche bien. ça marche bien. Mais on a, en tout cas moi, à titre personnel, mon flux de courriers entrants qui émanent du CHU, de certains cabinets de radiologie ou de certains spécialistes, a diminué de pas loin de 35 à 40%. On a fait le compte sur 15 jours. Oui, Pourquoi? Parce que ces comptes rendus se retrouvent sur le DMP du patient oui, sans qu'on ait ne serait-ce qu'un message en disant le compte rendu figure sur le DMP du patient. oui. Et alors, quand vous avez une boîte de réception et qu'on a 30-35 résultats qui arrivent dans la journée, que ce soit les résultats biologiques ou les courriers des spécialistes, on les lit, on les intègre, on les résume, on les met dans nos synthèses de patients, ça fait partie de notre job et notre quotidien. Mais s'il faut aller ouvrir 35 dossiers patients, rechercher, se connecter au DMP, aller voir quels sont les documents nouveaux qui ne sont pas dans notre dossier, les rapatrier. Voilà, c'est même pas une assistante qu'il nous faudrait à temps plein, c'est deux ou trois pour faire ça quotidiennement, pour avoir des, des dossiers qui sont tenus à jour. Alors c'est très bien ce DMP, le problème c'est que le DMP c'est aussi une pochette cartonnée virtuelle dans laquelle on a dispatché des feuilles blanches. L'information, elle est classée par ordre comment dire, chronologique, mais il n'y a Mhm. pas de structuration à l'intérieur de ce dossier. On ne Ok. peut pas sortir de ça une synthèse, on ne peut pas croiser des données. Donc pour ça, Ok. on est obligé de tout rapatrier sur nos dossiers. Nos dossiers médicaux savent le faire, de croiser ces données, savent reconnaître les caractères, savent Oui. reconnaître un antécédent quand il y a un antécédent, le rajouter, et même de manière quasiment semi-automatique. Quand c'est Vous géré utilisez l'IA pour ça? non, enfin, Non. c'est des algorithmes, c'est parce que, Oui. non, non, c'est des algorithmes qui sont dans, Mhm. le- dans nos dossiers. Moi, je travaille avec un dossier qui s'appelle, enfin, un système informatisé qui s'appelle Medhistory, qui fait ça très bien. On voit un antécédent ou il repère un antécédent nouveau, on le classe dans les antécédents des patients, ça va très bien. On peut croiser les données, on peut faire des courbes, mais le DMP tout seul ne suffit pas à faire tout ça. Mais bon, au-delà des capacités du DMP, le fait de ne pas pouvoir avoir l'information, le compte-rendu de sortie d'hospitalisation, euh, je parle du CHU en général, mais on va dire le Globalement. CHU le met dans le DMP, considère que l'information est passée au médecin traitant, mais tant qu'on n'a pas revu le patient, dans l'immense majorité des cas, on n'a pas accès à ce compte-rendu-là. On ne sait pas. Ouais. Vous n'êtes pas informé que votre patient a été hospitalisé, par Et exemple, ou dans vu le en papier, non. consultation. Voilà. Alors, ITX permet aussi de dire Oui, votre patient est oui, rentré à l'hôpital, etc. oui, Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sauf oui. que vous cliquez sur le lien ITX pour en savoir plus. Vous savez pas quel patient est concerné. Moi, j'ai jamais pu retrouver un patient. Je vois que j'ai un patient qui est aux urgences. OK. C'est dimanche matin, j'ai la notification à 10 heures. Je ne peux pas savoir lequel. Ok. Mais c'est très important de nous faire remonter toutes ces informations parce qu'on peut faire évoluer les outils, hein, vraiment, hein. Ben, moi, je serais intéressé pour Ah participer à oui, ça, mais ah oui. Et bien donc, Excusez-moi, justement, oui, excusez-moi, je me permets juste de répondre. Je oui, suis Valentine Ledoux, je suis référente oui. e-santé au DAC. Et Ah, juste sur super. le dernier commentaire de Monsieur Studer, dans ITX, vous avez une boîte de réception sécurisée qui vous permet de voir la même notification que vous avez reçue par mail, mais avec les noms de patients. Donc, juste si vous voulez voir de quel patient il s'agit, c'est dans la boîte de réception alors quand je suis chez
moi au cabinet avec ma carte, enfin quand je suis dans mon cabinet avec ma carte CPS à proximité, il n'y a pas de souci. Oui. Quand c'est sur un week-end prolongé, une période de vacances ou... Oui, vous avez que votre portable. Non, non, mais c'était juste pour apporter cette petite précision parce que parfois c'est vrai que on n'a pas forcément la vue d'ensemble. En tout cas, c'est dans la boîte de réception d'ITIX que vous pouvez voir le nom des patients, mais effectivement, il faut se connecter à ITIX et il faut avoir un ordinateur. Mm. Ok. En tout cas, Merci Monsieur pour ces Studer, ça me fera vraiment précisions. avec plaisir de vous rencontrer pendant ces réunions. Si vous avez vraiment du temps à nous consacrer, ce serait vraiment important. Merci beaucoup pour Mm. Je votre vais essayer témoignage. de le prendre. Merci D'ailleurs, pour votre... comment on peut faire pour s'inscrire? Bon, on va avoir des liens sur... Oui, 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 tout à fait. Donc là, les dates des réunions ne sont pas encore établies. Dès qu'elles sont établies, de toute façon, on va travailler avec la CPTS Mm. Capacité. Donc c'est elle qui vous communiquera les dates, hein, donc vous serez informés. Ok. Mm. Merci Donc, beaucoup, en tout oui, cas. l'idée aussi de ces webinaires et puis d'une prochaine soirée qui aura lieu le 28 mai, si vous voulez noter sur ce sujet de l'insuffisance cardiaque et puis de la responsabilité populationnelle, c'est pas en lien direct avec les groupes de travail, mais c'est une étape aussi sur la com et puis la mobilisation des pros autour de ce sujet. Une réunion qui aura lieu à Pirée, donc en collaboration avec la CPTS Croisée-Comtoise. Mais l'idée de tout ça, c'est que nous, CPTS, qu'on puisse faire le lien, donc soutenir le CHU au niveau de la communication à destination des pros de ville, des médecins généralistes, des différents cabinets pour mobiliser et communiquer sur le sujet. Donc vous aurez certainement des infos. C'est pour ça que j'ai insisté un petit peu via la question et puis tout à l'heure de dire un peu voilà comme ça à chaud qui serait intéressé, qu'est-ce que vous en pensez. Enfin là il n'y a pas encore de date précise, mais savoir un peu si ça prend ou pas. C'est- voilà. Ouais. Donc je vois qu'il y a beaucoup, enfin les gens commencent à se déconnecter et puis on a largement Oui, passé oui, l'heure prévue. oui. Donc voilà, on va clôturer ce webinaire et puis donc il sera visible sur notre site internet et puis on reste en contact, on revient vers vous pour la suite des événements. Voilà. Et je vous communique, je vous envoie, Ouais. puis je mettrai la dernière diapo avec nos coordonnées. J'ai oublié de la mettre. Ouais, ça Pour vous n'hésitez joindre. pas à me la transmettre et puis je la Ouais, ouais, mettrai ouais. Ouais, 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 ça dans marche. le mail Ouais, de remerciement, ouais. ouais. Ça Bon, marche. merci beaucoup. Merci à vous et bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci encore, professeur Soran, Je vous en pour le prie. temps que vous avez pris, hein. Merci. Au revoir. Au revoir.